devant la large fenêtre, produisant une sorte d'effet japonais momentané, le faisant penser à ces peintres de Tokyo, à la figure de jade pallide, qui, par le moyen d'un art nécessairement immobile, tente d'exprimer le sens de la vitesse et du mouvement. Le murmure monotone des abeilles cherchant leur chemin dans les longues herbes non fauchées ou voltigeant autour des poudreuses baies dorées d'un chèvrefeuille isolé faisait plus oppressant encore ce grand calme. Le sourd grondement de Londres semblait comme la note bourdonnante d'un orgue éloigné. Au milieu de la chambre, sur un chevalet droit, s'érigeait le portrait grandeur naturelle d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté. Et en face était assis, un peu plus loin, le peintre lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine quelques années auparavant avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de conjectures. Comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite, un sourire de plaisir passa sur sa face et parut s'y attarder. Mais il tressaillit soudain, et fermant les yeux, mit les doigts sur ses paupières comme s'il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eut craint de se réveiller. « Ceci est votre meilleure œuvre, Basil, la meilleure chose que vous ayez jamais faite, » dit Lord Henry languissamment. « Il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition Grosvenor. L'académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allé, il y avait là tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux, ce qui était épouvantable. Ou tant de tableaux que je n'ai pu y voir le monde, ce qui était encore plus horrible. Grosvenor est encore le seul endroit convenable. Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part, répondit le peintre en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses amis d'Oxford. Non, je n'enverrai ceci nulle part. Lord Henry leva les yeux, le regardant avec étonnement à travers les minces spirales de fumée bleue qui s'entrelaçaient fantaisistement au bout de sa cigarette opiacée. « Vous n'enverrez cela nulle part. Et pourquoi, mon cher ami? Quelle raison donnez-vous? Quels singuliers bonshommes vous êtes, vous autres peintres. Vous remuez le monde pour acquérir de la réputation, aussitôt que vous l'avez, vous semblez vouloir vous en débarrasser. C'est ridicule de votre part, car s'il n'y a qu'une chose au monde pire que la renommée, c'est de n'en pas avoir. Un portrait comme celui-ci vous mettrait au-dessus de tous les jeunes gens de l'Angleterre et rendrait les vieux jaloux, si les vieux pouvaient encore ressentir quelque émotion. « Je sais que vous rirez de moi, » répliqua-t-il, « mais je ne puis réellement l'exposer. J'ai mis trop de moi-même là-dedans. » Lord Henry s'étendit sur le divan en riant. « Je savais que vous ririez, mais c'est tout à fait la même chose. »« Oh, trop de vous-même. Oh, sur ma parole, Basil, je ne vous savais pas si vain. Je ne vois vraiment pas de ressemblance entre vous, avec votre rude et forte figure, votre chevelure noire comme du charbon et ce jeune Adonis qui a l'air fait d'ivoire et de feuilles de rose. Car, mon cher, c'est Narcisse lui-même, tandis que vous... Il est évident que votre face respire l'intelligence et le reste, mais la beauté, la réelle beauté, finit où commence l'expression intellectuelle. L'intellectualité est en elle-même un mode d'exagération et détruit l'harmonie de n'importe quelle face. Au moment où l'on s'assoit pour penser, on devient tout nez ou tout front ou quelque chose d'horrible. Voyez les hommes ayant réussi dans une profession savante, combien ils sont parfaitement hideux, excepté naturellement dans l'Église. Mais dans l'Église, ils ne pensent point. Un évêque dit à l'âge de 80 ans ce qu'on lui a appris à dire à 18, et la conséquence naturelle en est qu'il a toujours l'air charmant. Votre mystérieux jeune ami, dont vous ne m'avez jamais dit le nom, mais dont le portrait me fascine réellement, n'a jamais pensé. Je suis sûr de cela. C'est une admirable créature sans cervelle qui pourrait toujours, ici, nous remplacer en hiver les fleurs absentes et nous rafraîchir l'intelligence en été. Ne vous flattez pas, Basil. Vous ne lui ressemblez pas le moins du monde.
« Vous ne me comprenez point, Harry, » répondit l'artiste. « Je sais bien que je ne lui ressemble pas, je le sais parfaitement bien. Je serais même fâché de lui ressembler. Vous levez les épaules. Je vous dis la vérité. Une fatalité pèse sur les distinctions physiques et intellectuelles, cette sorte de fatalité qui suit à la piste à travers l'histoire les faux pas des rois. Il vaut mieux ne pas être différent de ses contemporains. Les laids et les sots sont les mieux partagés sous ce rapport dans ce monde. Ils peuvent s'asseoir à leur aise et bâiller au spectacle. S'ils ne savent rien de la victoire, la connaissance de la défaite leur est épargnée. Ils vivent comme nous voudrions vivre, sans être troublés, indifférents et tranquilles. Ils n'importunent personne, ni ne sont importunés. Mais vous, avec votre rang et votre fortune, Harry, moi, avec mon cerveau tel qu'il est, mon art aussi imparfait qu'il puisse être, Dorian Gray avec sa beauté, nous souffrirons tous pour ce que les dieux nous ont donné. Nous souffrirons terriblement. Dorian Gray, est-ce son nom? Demanda Lord Henry, en allant vers Basil Hallward. Oui, c'est son nom. Je n'avais pas l'intention de vous le dire. Mais pourquoi? Oh, je ne puis vous l'expliquer. Quand j'aime quelqu'un intensément, je ne dis son nom à personne. C'est presque une trahison. J'ai appris à aimer le secret. Il me semble que c'est la seule chose qui puisse nous faire la vie moderne mystérieuse ou merveilleuse. La plus commune des choses nous paraît exquise si quelqu'un nous la cache. Quand je quitte cette ville, je ne dis à personne où je vais. En le faisant, je perdrai tout mon plaisir. C'est une mauvaise habitude, je l'avoue. Mais, en quelque sorte, elle apporte dans la vie une part de romanesque. Je suis sûr que vous devez me croire fou à m'entendre parler ainsi. « Pas du tout, » répondit Lord Henry. « Pas du tout, mon cher Basil. Vous semblez oublier que je suis marié, et que le seul charme du mariage est qu'il fait une vie de déception absolument nécessaire aux deux parties. Je ne sais jamais où est ma femme, et ma femme ne sait jamais ce que je fais. Quand nous nous rencontrons, et nous nous rencontrons de temps à autre, quand nous dînons ensemble dehors ou que nous allons chez le duc, nous nous contons les plus absurdes histoires de l'air le plus sérieux du monde. Dans cet ordre d'idées, ma femme m'est supérieure. Elle n'est jamais embarrassée pour les dates, et je le suis toujours. Quand elle s'en rend compte, elle ne me fait point de scène. Parfois, je désirerais qu'elle m'en fît, mais elle se contente de me rire au nez. Je n'aime pas cette façon de parler de votre vie conjugale, Harry, dit Basil Hallward en allant vers la porte conduisant au jardin. Je vous crois un très bon mari honteux de ses propres vertus. Vous êtes un être vraiment extraordinaire. Vous ne dites jamais une chose morale, et jamais vous ne faites une chose mauvaise. Votre cynisme est simplement une pose. Être naturel est aussi une pose, et la plus irritante que je connaisse, s'exclama en riant Lord Henry. Les deux jeunes gens s'en allèrent ensemble dans le jardin et s'assirent sur un long siège de bambou posé à l'ombre d'un buisson de laurier. Le soleil glissait sur les feuilles polies. De blanches marguerites tremblaient sur le gazon. Après un silence, Lord Henry tira sa montre. « Je dois m'en aller, Basil, » murmura-t-il. « Mais avant de partir, j'aimerais avoir une réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. »« Quelle question ?» dit le peintre, restant les yeux fixés à terre. « Vous le savez. »« Mais non, Harry. »« Bien, je vais vous la redire. J'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous ne voulez pas exposer le portrait de Dorian Gray. Je désire en connaître la vraie raison. »« Je vous l'ai dite. » »« Non pas. Vous m'avez dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup trop de vous-même dans ce portrait. Cela est enfantin. »« Harry, » dit Basil Hallward, le regardant droit dans les yeux. « Tout portrait peint compréhensivement est un portrait de l'artiste, non du modèle. Le modèle est purement l'accident, l'occasion. Ce n'est pas lui qui est révélé par le peintre, c'est plutôt le peintre qui, sur la toile colorée, se révèle lui-même. »
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.